Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à thème et aujourd'hui les amis on va parler du sur-régime. Avant de démarrer cette petite vidéo, je souhaitais remercier Autodoc qui sponsorise cette vidéo et aujourd'hui les amis on va parler du club Autodoc. Alors Autodoc Club c'est quoi? C'est tout simplement un site qui référence de nombreux tutoriels, trucs et astuces pour vous, donc pour les clients Autodoc qui vont vous permettre de pouvoir réaliser plus facilement la mécanique sur vos véhicules personnellement. Le but d'Autodoc Club, c'est un petit peu comme ma chaîne YouTube, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir entretenir tout seul son véhicule. Sur Autodoc Club, vous pourrez même retrouver les différents types d'huile qu'il vous faudra pour votre véhicule, les différents types de pièces, les recommandations d'installation, de montage, etc. qui seront propres à votre véhicule, donc qui vous faciliteront tout simplement l'opération de maintenance ou de réparation de votre véhicule. Vous avez également une assistance en ligne. Alors pour tous ceux comme moi qui souhaitent faire eux-mêmes et économiser de l'argent, les amis, je vous mets tous les liens en description de la vidéo pour retrouver Autodoc Club. Allez, c'est parti, on lance cette vidéo. Go! Alors les amis, aujourd'hui, le sur-régime, c'est pas tout simplement un régime plus strict qu'un régime normal. Je serais plutôt mal placé pour vous en parler. Aujourd'hui, on va parler du sur-régime sur un moteur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le sur-régime? Parce que beaucoup vont pas comprendre ce que c'est. On va tout simplement parler de choses que vous connaissez tous, le régime moteur. Quand vous roulez, vous êtes à 1000 tours, 2000 tours, 3000 tours, 4000 tours. Quand vous atteignez le rupteur, vous êtes à 7000 tours, rupteur sur un moteur essence. Et tout simplement, ça s'appelle le régime. Qu'est-ce qu'on va appeler le sur-régime? C'est quand on va dépasser la limite autorisée. La limite autorisée, c'est tout simplement la limite définie par le rupteur sur un moteur essence et par le limiteur sur un véhicule diesel. Donc vous l'avez bien compris, il y a deux systèmes de fonctionnement pour limiter le régime et c'est pas le même sur un essence et sur un diesel. Pourquoi? Tout simplement parce que la mécanique n'est pas la même et le fonctionnement n'est pas le même. Sur un essence, on va limiter le régime maximum via l'allumage. Qu'est-ce qui va se passer? On envoie de l'essence, le moteur monte dans les tours, on atteint, je donne un exemple, 7000 tours, et là ça fait ce qu'on appelle le rupteur. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on va venir couper l'allumage, donc en gros, les bougies ne vont plus fournir l'étincelle pour tout simplement limiter la prise de tour. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez arriver, on va toujours envoyer de l'essence. Par contre, on va allumer que de temps en temps pour réguler le régime maximum. Donc l'étincelle va venir que ponctuellement. D'où ce fameux bruit de et les petites flammes qui peuvent sortir parce que il y a trop d'essence par rapport au nombre de fois que l'étincelle éclate, puisqu'on peut envoyer 2-3 fois de l'essence avant que l'étincelle s'allume pour la simple et bonne raison qu'on régule le régime. Donc le rupteur, ce sera le régulateur de régime pour les véhicules essence. Maintenant, on va parler du diesel. Le diesel, on va avoir des limiteurs. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas de bougie qui fournit une étincelle sur un diesel, puisque c'est la compression du mélange qui crée l'explosion. Donc on peut pas stopper l'explosion. Donc pour stopper et pour limiter la montée en régime, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement couper l'arrivée de gasoil. Vous envoyez plus de gasoil, ça monte plus en régime. C'est aussi simple que ça. Puisque le diesel, on envoie du gasoil, le gasoil est comprimé avec une température élevée et ça crée l'explosion. Donc le seul moyen de limiter le moteur, c'est tout simplement de couper l'arrivée de carburant et donc de couper les explosions. Donc c'est pour ça que sur le fameux diesel, moteur diesel, vous n'avez pas le quand vous êtes au rupteur. C'est aussi simple que ça. Vous allez monter au rupteur et il va absolument rien se passer sauf que ça va plus monter. Voilà un petit peu les deux modes de fonctionnement diesel et essence pour limiter, pour éviter, pour ne pas faire de sur-régime. Et là maintenant, vous allez me dire, mais GLB, comment c'est possible de faire un sur-régime s'il y a des moyens qui empêchent la montée en régime? Oui, mais l'homme est fait de telle sorte qu'il trouve toujours une solution. Donc pour trouver la solution, il va tout de suite falloir différencier maintenant la boîte de vitesse. On va parler des boîtes de vitesse automatiques et manuelles. Sur les boîtes automatiques, que ce soit sur un diesel ou sur un essence, il est totalement impossible d'atteindre le rupteur. C'est-à-dire que si vous êtes sur une boîte automatique, vous ne pourrez jamais saigner votre moteur. Donc honnêtement, blague à part, c'est très intéressant d'acheter des véhicules en boîte automatique parce qu'on est sûr que le véhicule n'a pas trop mangé dans la gueule. En gros, on va pas se mentir vu qu'on peut pas atteindre le rupteur ou le limitateur sur un véhicule diesel. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'une boîte automatique, c'est géré électroniquement. Alors vous avez quand même une partie mécanique avec le convertisseur de couple, etc. Mais c'est géré électroniquement via tout simplement ce qu'on
appelle le piano hydraulique. Et le piano hydraulique est géré par des solénoïdes et le solénoïde est géré électroniquement. Donc si la voiture dit à telle vitesse maximum, tu me passes la vitesse, basta, vous ne pourrez jamais atteindre le régime maximum, donc le rupteur ou le limitateur, puisque votre boîte de vitesse vous y empêchera. Elle passera automatiquement le rapport supérieur pour justement pas détériorer votre moteur. Donc on va mettre de côté ces boîtes de vitesse automatiques, puisqu'avec elles, impossible de faire du sur-régime. Maintenant, on va venir parler des boîtes de vitesse manuelles. Mais avant ça, je vous vois venir. Et les boîtes robotisées, comment on fait? Les boîtes robotisées, c'est pareil. C'est une boîte manuelle, mais qui est gérée par un robot. Le robot est géré hydrauliquement et l'hydraulique est géré par l'électronique. C'est bourré de capteurs, impossible. Vous pourrez jamais faire de sur-régime avec. Donc on revient sur les boîtes manuelles qui sont gérées uniquement par le pilote. Et comme je vous l'ai dit, quand on veut, on peut. Alors, il va bien falloir comprendre qu'une boîte manuelle, la seule limite qu'elle a, c'est vous. C'est-à-dire que si vous lui dites passe une 1, elle passe la 1. Si vous lui dites passe une 3, elle passe la 3. Si vous lui dites passe une 6, elle passera une 6. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'électronique qui va vous empêcher de faire quoi que ce soit sur la boîte. Maintenant, il faut comprendre comment elle est raccordée au moteur. Votre moteur est là. Votre moteur fonctionne, donc les pistons naviguent. Vous avez le volant moteur où est fixé le système de mécanisme d'embrayage. Et derrière, vous avez la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, elle est séparée de la vitesse du moteur grâce à l'embrayage. Donc l'embrayage permet de séparer le moteur et la boîte ou de l'accoupler pour passer la puissance. C'est vraiment à ça que sert l'embrayage. Donc quand vous êtes débrayé, le moteur et la boîte sont séparés. Vous pouvez faire du rupteur avec votre moteur sans avoir de vitesse avec votre voiture puisque la boîte est séparée. Boîte de vitesse, elle permet de passer à des vitesses. Voilà, donc faire du kilomètre-heure. Maintenant, si vous embrayez, donc vous allez coller le disque au volant moteur et vous allez passer la puissance du moteur sur la boîte de vitesse. Soit vous êtes au point mort, donc dans ces cas-là, vous n'avez pas de vitesse engagée et vous pouvez faire du rupteur. Soit vous avez une vitesse engagée et là, vous allez faire de la vitesse, du kilomètre-heure. Il faut bien comprendre ce fonctionnement-là pour comprendre la suite. Maintenant, vous allez me dire comment on fait un sur-régime. Parce que GLB, si on met la 3 et qu'on va à fond, eh ben on aura toujours ce fameux limiteur sur un diesel et rupteur sur un essence qui nous empêchera de prendre du sur-régime. Donc d'aller au-delà du régime autorisé par le moteur. Eh ben oui, sur un usage normal. Ça, le rupteur et le limitateur servent dans ce cas présent à quelqu'un qui va faire un usage normal mais sportif du moteur à ne pas dépasser ce fameux compte-tours autorisé. Mais encore une fois, c'est vous qui avez la main mise. Donc si vous décidez de faire n'importe quoi avec votre véhicule ou d'en faire exprès, vous pouvez. Je vous donne un exemple. Vous êtes à 3000 tours en 6e et vous passez une 2e. Qu'est-ce qui va se passer entre le rapport de boîte et votre régime moteur? Et ben votre régime moteur, il va s'emballer, puisque si vous êtes, admettons, à 3000 tours en 6e à 150 et que vous passez une 2, alors que la 2 plafonne à 7000 tours à 70 km/h, bah, qu'est-ce qui va se passer? Votre boîte de vitesse, au moment où vous allez recoller le moteur, vous avez la vitesse, donc vous avez l'énergie cinétique de votre véhicule. L'énergie cinétique va passer dans la boîte, qui elle va passer dans le moteur, et le seul moyen au moteur d'encaisser cette vitesse, c'est de monter dans les tours. C'est mécanique. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la boîte de vitesse est collée au moteur quand vous embrayez. Donc, en fonctionnement normal, votre régime moteur monte, votre nombre de tours minutes du moteur monte, c'est transféré à la boîte et en fonction du rapport que vous avez engagé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez aller à une vitesse équivalente. Maintenant, il faut prendre le problème à l'inverse. Si vous êtes à une vitesse donnée, avec une vitesse de boîte engagée, un régime moteur concerné, et que vous passez 3-4 rapports en dessous, mais que votre vitesse est toujours la même physiquement, et ben l'énergie de la voiture va être transmise à la boîte va retransmettre au moteur, et je le rappelle, la seule façon au moteur d'encaisser, c'est de prendre des tours. Donc je vous donne un exemple concret, si vous êtes à 3000 tours en 6e à 150, et que vous passez une 2, mécaniquement votre moteur va prendre 15, 16, 18 000 tours. Ce qui fait que vous allez tout simplement exploser votre moteur. C'est aussi simple que ça, parce que votre moteur n'est pas prévu pour prendre autant de tours. C'est-à-dire que les pistons vont venir embrasser les soupapes, vous allez tout péter. Donc ça, c'est le cas où, voilà, la question se pose pas, vous allez vite vous en rendre compte, vous allez tout péter. Maintenant, vous êtes sur circuit, vous êtes en 5, et vous passez
une 4 un peu trop tôt, voire une 3 sur un gros freinage, eh ben, il se peut que vous ayez mal calculé votre coup et que par exemple vous tombez, je sais pas, admettons que le rupteur est toujours à 7000 tours dans notre exemple. Vous êtes à 6000 tours en 5 et que vous passez immédiatement une 4. Et ben, vous allez obligatoirement passer par-dessus le régime limité. Donc vous allez faire ce qu'on appelle du sur-régime. Sauf qu'au lieu d'être à 7000 tours, vous allez peut-être prendre 8000 tours. Il y a une petite marge au niveau du constructeur qui permettra que vous n'allez pas casser votre moteur. Mais c'est extrêmement pas bon pour votre moteur. Ce n'est pas bon du tout de faire ça. Mais vous êtes encore dans la tolérance qui fait que vous n'allez pas casser votre moteur. Vous allez juste l'abîmer. Ou alors vous êtes sur un très gros freinage, vous arrivez en 5, vous freinez, vous passez trop tôt la 3, ce qui fait que vous avez encore trop de vitesse, la vitesse se répercute à votre boîte répercute au moteur et vous faites du sur-régime. Vous allez monter au-delà du régime autorisé. Deux possibilités, soit vous faites le gros malade, comme dans mon premier exemple, et vous explosez le moteur, c'est aussi simple que ça, vous n'allez pas avoir d'autre solution. Soit vous faites vraiment un usage intensif et vous avez passé par mégarde une vitesse trop tôt ou trop basse et vous allez créer un sur-régime. Et bah dans ces deux cas-là, soit vous allez détruire le moteur, soit vous allez user le moteur comme il ne devrait pas être usé. Donc c'est vraiment quelque chose de très mauvais et c'est comme ça que fonctionne le sur-régime. C'est pour ça que quand on achète des véhicules sportifs à boîte manuelle, il faut faire extrêmement attention à l'usage qu'en a eu le propriétaire et surtout s'il a connaissance de ce fameux sur-régime. Parce qu'on peut faire du sur-régime sur le circuit, mais on peut aussi en faire sur la route. Le mec qui roule fort, il arrive à un rond-point en 4, il passe une 2, il peut facilement faire un sur-régime en pensant tout simplement faire du frein moteur. Mais avant de faire du frein moteur, il va faire du sur-régime et il va détériorer son moteur. Donc il faudra bien comprendre en fait que sur une boîte manuelle, il n'y a pas de gestion de contrôle électronique qui ira dans le sens inverse. Donc vitesse, boîte, moteur. Le seul contrôle c'est moteur, boîte, vitesse. Et là, ce sera dans ce sens-là contrôlé par le limitateur et le rupteur. Dans l'autre sens, le seul contrôle, c'est vous. Donc connaissez votre voiture, faites attention à ça. C'est très important pour la durée de vie du moteur et surtout pour son état de santé. Alors encore une fois, si ça vous arrive une fois et que le moteur prend 1000 tours de plus, ma foi, votre moteur va pas être détruit. Par contre, si vous le faites régulièrement sur circuit ou sur route ouverte, bah, votre moteur va très vite se détériorer, voire même casser. Vous pouvez casser une soupape, casser un arbre à cam, casser un ressort de soupape ou même abîmer un piston. C'est des choses qui peuvent facilement se faire. Et voire dans le pire cas, si vous le faites vraiment fréquemment, et bah, avoir une bielle qui s'échappe du moteur. Donc ça, faut vraiment faire attention à cette fréquence. Si ça vous est arrivé une fois et que c'était gentil, ça va. Mais par contre, vraiment faire attention à l'intensité et à la fréquence. Alors maintenant, la vraie question, c'est quand j'achète un véhicule, est-ce que je suis en capacité de savoir si ce véhicule-là a subi ces sur-régimes qui auraient potentiellement abîmé le moteur pour surtout pas que j'achète ce véhicule? Et bah malheureusement, la réponse, c'est dans 90% du temps, non. 90% du temps, ça veut dire que j'exclus les véhicules un petit peu luxueux tels que Ferrari ou Porsche, où là, il y a un module électronique dans le calculateur de la voiture qui enregistre ces phases de sur-régime. C'est-à-dire qu'on va savoir combien de fois elle a fait du sur-régime et l'intensité du sur-régime. Vous n'allez pas savoir au nombre de tours près ce qu'il va y avoir, mais vous allez avoir des grades. Ça va être A, B, C. Plus vous allez monter en grade, plus le sur-régime a été important. Et vous allez avoir par grade le nombre de sur-régimes que vous allez avoir. Donc ça peut être 1 grade C et 20 grades A. Donc dans tous les cas, ça c'est à consulter quand on achète un véhicule à boîte manuelle luxueux. Alors tous ne le font pas, je sais que Ferrari le fait ou du moins l'a fait et que Porsche le fait et l'a fait. Porsche, c'est vraiment le précurseur là-dedans et ils font tout parce qu'en fait, c'est le moyen pour eux de se dédouaner aussi en cas de garantie. C'est-à-dire que vous amenez votre voiture qui a 20 000 km pour une casse moteur, immédiatement, ils vont mettre la valise dessus, ils vont regarder si vous avez fait des sur-régimes. Vous avez fait des sur-régimes? Pas de garantie. Merci, au revoir monsieur, rachetez un moteur avec vos sous. En gros, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Ferrari, c'est pareil. Ferrari le fait moins que Porsche, puisque toutes les voitures ne sont pas équipées, mais sachez que toutes les Porsche sont équipées de ce fameux capteur de sur-régime et c'est tout simplement bye bye la garantie. Mais ça a aussi un avantage pour le particulier qui souhaite acheter une Porsche d'occasion parce qu'il suffira de se rendre chez Porsche, de payer aux alentours de 150 € pour avoir ce qu'on appelle un test Piwi. Et sur ce test Piwi, vous allez avoir tout simplement les sur-régimes. Alors si vous avez 1 ou 2 grades A, ça va, c'est que la personne
c'est peut-être trompé légèrement une fois. Par contre, si vous avez 20 grades A et quelques B et C, ça veut dire que la personne conduit vraiment brutalement sa voiture et en plus de le faire brutalement, n'en fait pas attention. Et donc potentiellement, fuyez cet achat parce que le moteur a mangé grave et potentiellement, il pètera dans vos mains et ça vous coûtera beaucoup de fric. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, si je veux acheter une Clio RS, une Mégane RS, boîte manuelle, est-ce que j'ai la possibilité de savoir si l'ancien propriétaire a fait du sur-régime ? Je suis désolé, mais non. Donc il faudra vraiment essayer d'identifier les différents propriétaires qui a eu la voiture, d'identifier leur utilisation et leur comportement au volant. Et pour ça, un petit conseil, rien de mieux que de leur dire ça vous dit qu'on avait fait un petit tour ? Bon, moi je connais pas le véhicule, du coup je vous laisse me montrer ce qu'il a dans le ventre. Et voilà, et si la personne part moteur froid, bam 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 bam, prenez vos clics, vos claques, partez. À l'inverse, si la personne vous dit attendez, je prends vraiment le temps que le véhicule monte en température pour vous montrer un petit peu les chevaux et que cette personne-là a une conduite dynamique sans aller toucher le rupteur et se prendre pour un pilote de rallye sur la route, dans ces cas-là, potentiellement, vous pouvez faire affaire parce que c'est peut-être un signe qu'elle n'a jamais été brutalement conduite et qu'elle n'est pas fait de sur-régime avec ce propriétaire. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le sur-régime vous a plu. J'espère que j'ai pu identifier et vous expliquer comment fonctionne le sur-régime et comment ne surtout pas le produire sur vos véhicules. Et en cas d'achat d'occasion, je vous ai donné quelques petits conseils pour éviter des moteurs qui sont totalement rincés par ce fameux sur-régime. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cet petit épisode sur le thème du sur-régime. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche pour recevoir les notifications pour les futures vidéos à thème, test produit ou mécanique. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.